voici une fois encore en poste. Merci de nous rejoindre pour ce 22e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Ensemble, nous allons déchiffrer cette page de la semaine, en lire entre les lignes et saisir les promesses des jours à venir. Une semaine présidentielle, c'est une mosaïque d'engagements, de rencontres et de décisions. Nous vous offrons une synthèse précise des principaux faits qui ont rythmé l'action du chef de l'État. Retrouvez ici Actu en bref, signé Nassour Noudjiti. La semaine qui s'achève a été marquée par deux activités phares placées sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Lundi 1er décembre 2025, en sa qualité de chef suprême des armées, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé à la place de la nation la cérémonie de prise d'armes marquant la 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie. Le chef suprême des armées a passé en revue les 15 détachements représentant différents corps de l'armée qui lui rendaient les honneurs. Il avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdelkerim Daoud. Cette séquence close, le chef suprême des armées dépose une gerbe de fleurs au monument aux morts. Par ces gestes, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, veut immortaliser tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie et des institutions républicaines et saluer leur mémoire. Avec l'autorisation du chef suprême des armées et sous les ordres du commandant des troupes, lieutenant-colonel Ngomina Touriara Apollinaire, un magistral défilé militaire pédestre a eu lieu sous le regard admiratif du chef suprême des armées. Jeudi 4 décembre 2025, en sa qualité de président du Conseil des ministres, le président de la République a présidé le Conseil ordinaire. Après 3h15 de discussion riche et fructueuse, l'unique point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi portant budget général de l'État pour l'exercice 2026, est adopté. Il prévoit en recettes 2255 milliards de francs CFA et en dépenses 2529 milliards, soit un déficit de 274 milliards de francs CFA. Ce projet de loi de finances est l'émanation des orientations du chef de l'État adossé au plan national de développement Tchad Connexion 2030. Il vise à répondre aux attentes en matière d'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins, à l'éducation et aux opportunités économiques. Depuis quelques mois, un espoir nouveau circule en milieu jeune, celui d'être enfin vu, entendu et valorisé. Le prix d'excellence nationale de la jeunesse voulu par le président de la République a mis en mouvement des centaines de talents. Comment trier, départager sans trahir l'esprit de départ? Quel domaine privilégier et pourquoi? Pour comprendre les choix, les défis et l'après-prix, nous donnons la parole au Dr Djimokou Sabine, présidente du comité technique. Elle est l'invitée de la rubrique Regard d'expert. Le prix d'excellence nationale de la jeunesse est né d'une volonté politique forte du chef de l'État. Et son objectif principal, c'est d'encourager la jeunesse et de promouvoir l'innovation et l'excellence. Ce prix a été institué par un décret du 11 février 2025. Cette décision marque l'engagement des plus hautes autorités de la République de faire de la jeunesse un pilier du développement national. C'est un tournant majeur car elle officialise les nouvelles approches de l'État vis-à-vis de la jeunesse. Et je dirais que c'est pour la première fois qu'un prix d'une telle envergure est initié et décerné par le président de la République lui-même. Il est créé pour célébrer l'excellence de la jeunesse
et mettre en confiance cette jeunesse nationale. Ce prix porte une large motivation et elle est structurée. Elle passe aussi d'une théorie d'accompagnement général de la jeunesse qui se fait, comme d'habitude, à une valorisation, un investissement sur les jeunes porteurs d'un projet innovant et durable. Il y a 5 domaines retenus pour le prix d'excellence à ce moment. Le domaine du baccalauréat avec une forte moyenne, le bac scientifique surtout, le domaine de la recherche et de l'innovation, le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique, le domaine des arts et des cultures et de jeunesse sport. Ces 5 domaines constituent les axes prioritaires de la politique quinquennale du chef de l'État. Le processus de la mise en œuvre du prix d'excellence a été mené en 5 mois et déroulé en 4 étapes essentielles. Le début du lancement de ce processus a commencé le 22 mai avec un point de presse de lancement. À partir du 15 juin, les candidatures étaient ouvertes sur un site et donc les candidats avaient eu 2 mois pour postuler. Après les 2 mois, c'était la période d'évaluation des candidatures. Le jury a travaillé aussi pendant 1 mois pour évaluer les candidatures. Et la 4e phase, c'est la remise de prix et c'est celle que nous attendons ardemment. Le titre de lauréat du prix d'excellence national est un label de crédibilité qui attire l'attention des investisseurs, également des partenaires techniques et financiers et également les médias. Le lauréat reçoit aussi une motivation financière de la main du chef de l'État. L'autre avantage, c'est que le lauréat devient un modèle d'inspiration pour la jeunesse tchadienne, africaine et la jeunesse mondiale. Bien que la première édition, on peut dire que c'est une réussite, tout de même, nous pouvons déjà envisager que le prix d'excellence puisse s'étendre un peu aux jeunes qui sont dans le domaine des métiers à faible qualification, parce qu'ils sont nombreux dans notre pays. Et donc, c'est important que ce prix d'excellence s'étende à cette frange de la jeunesse. Un fait qui est aussi très important, qui devait être considéré, c'est l'encadrement des lauréats eux-mêmes. C'est important que ces lauréats soient encadrés et suivis pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour le lendemain. Je dirais que le prix d'excellence nationale est plus qu'une cérémonie, puisque nous parlons de la remise. Il est l'expression de la confiance nationale à l'avenir des jeunes et il consacre le talent, l'effort et la créativité, affirmant l'excellence de la jeunesse et c'est une véritable richesse du Tchad. Moi, je dirais enfin aux jeunes, continuez d'innover, continuez d'exceller car vous avez un bras solide qui vous soutient et derrière ce bras, toute la nation. Tandis que les lauréats de la jeunesse attendent leur consécration, un autre symbole tout aussi puissant a pris vie sous nos yeux. Il s'agit du pont de la Refondation, silhouette imposante à la lisière du 6e et 7e arrondissement. Il relie bien plus que 2 communes. Notre équipe a arpenté ces rampes pour capter les premières émotions. Vous allez le voir avec Angal Toglok. Au cœur de N'Djamena, un nouvel ouvrage impose déjà sa silhouette. Il s'agit du pont de la Refondation, inauguré il y a quelques jours. Ce géant de béton et d'acier attire déjà toutes les curiosités. Plus qu'un ouvrage d'art, il porte la promesse d'une capitale plus fluide. Et ils sont nombreux, ces usagers en voiture, à moto et à pied, qui empruntent maintenant ce pont flambant neuf, reliant le 6e et le 9e arrondissement. Avant,
On part jusqu'au niveau des endroits où on vit là-bas. Et là, il y a assez d'embouteillages, ça crée beaucoup d'accidents. Ça peut parler de l'économie des carburants. En plus, même avec le pion, on peut traverser vite aller. Donc, c'est déjà bénéfique, quoi. Et maintenant, là, c'est bon, quoi. Donc, je dis merci à l'État. Nous, les transitaires, étions les plus malheureux. 2 ou 3 fois par jour, nous devions faire des allers-retours sur le pont à double voie. Avec les énormes embouteillages sur le pont, nous étions parfois obligés d'y passer la nuit. Aux heures de prière, nous étions même contraints de prier de l'autre côté. Depuis que ce pont a été inauguré, toutes nos difficultés ont pris fin. Maintenant, même quand nous n'avons rien à faire, nous allons, nous revenons, nous allons et nous revenons. Nous sommes très contents. Autour du nouveau pont, une vie parallèle apparaît. Sur certaines portions de la chaussée et ses abords, des activités génératrices de revenus se créent déjà. Petits commerces, stands improvisés, les habitants de la commune du 9e arrondissement profitent du passage constant pour écouler leurs produits. Ça nous a permis les raccourcis de circuler librement et ça a permis à beaucoup d'autres jeunes de créer des activités devant la route pour s'en sortir mieux de lieu que de rester croiser les bras, quoi. Les vendeuses de poissons installées près du prolongement de l'ouvrage ne cachent pas leur joie. Permettez-moi de danser avant de m'exprimer. Auparavant, je vendais dans le couloir d'un petit marché. Depuis l'inauguration du pont, le 1er décembre, je vends désormais aux abords de ce pont. Grâce à Dieu, je m'en sors peu à peu. C'est pourquoi je remercie les autorités ainsi que tous ceux qui se battent jour et nuit pour hisser le Tchad au sommet. Que Dieu vous bénisse et que ce bienfait ne se limite pas qu'à nous. Je vendais auparavant à Ngeli. Dès que j'ai appris ce changement, je suis venue m'installer ici, sur la chaussée. Le transport en commun, désormais présent sur l'ouvrage, modifie aussi les habitudes et facilite les déplacements quotidiens. Il y a des bus, il y a taxis, il y a cars, partout. Les gens nous insultent que nous sommes des villageois, maintenant on est devenus des citoyens comme eux. On prend déjà le bus, c'est bien déjà. Et pourtant, certains restent fidèles à l'ancien pont, par nostalgie, par habitude ou simplement par attachement à ce passage qui a longtemps été le lien entre les deux rives. Quand je viens là, il faut d'abord contourner comme ça et puis aller. Donc c'est là ça me donne la fatigue. Donc moi je préfère que ce soit le petit là et puis je cours rapidement pour partir. Les 2 ponts servent de dégradation sur l'ancien pont, il faut retaper ça. Si on retape ça ici, ça sera aussi un plus pour la population de Walia, tout comme la population de l'autre côté. Moderne, large, éclairé, le pont de la refondation transforme aussi l'image de la capitale. Pour beaucoup, c'est une fierté, une preuve que N'Djamena avance. Ancien pont là, les gens tombaient dans l'eau, les gens faisaient du mal aux gens. Maintenant le nouveau pont là, ça nous aidait. Il y a le Coran, il y a tout. Je voulais que autre encore, ça vient encore à côté de ça même. Parmi les pays africains là, parmi les 5 premiers, mon pays Tchad est parmi eux, avec ce goudron. Je suis fier de moi. Mais derrière l'euphorie, quelques inquiétudes émergent. La population appelle les autorités à ne pas répéter les erreurs du passé, assurer l'entretien du pont, éviter qu'il ne se dégrade. On a investi des milliards pour ça. C'est pour le bien-être de la population. Mais il y a d'autres qui disent que parce que c'est l'argent du pétrole, ils vont détruire et d'autres vont reconstruire. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc je lance un appel directement à l'endroit des agents de la mairie, ceux de la police, pour qu'ils fassent leur travail. Autre demande, prolonger désormais la route jusqu'à Toukra pour désengorger l'axe Walia-Koundoul, l'un des plus saturés de la capitale. Certains espèrent même installer des dos d'âne pour freiner l'élan parfois excessif des automobilistes. Notre préoccupation est que si on peut faire un peu de dos d'âne, ça pourrait un peu aider la population. Parce que dos d'âne, la route, une bonne route comme ça, sans dos d'âne, ça crée beaucoup de problèmes, ça crée aussi de l'accident. Si on peut avoir le dos d'âne, ça pourrait un peu aider, quoi. Si l'État pouvait un peu prolonger un peu la route, ça pourrait un peu aussi aider la population. Prolonger aussi, ça peut aller jusqu'à l'université. Ça pourrait aussi aider les étudiants de passer aussi de l'autre côté. Ça serait un peu aussi bien, la ville aussi peut aussi développer. Avant, en allant en ville, on peut dépenser au moins 250 ou 300 et ça prend beaucoup de temps aussi. Et maintenant, pour aller en ville, en 30 minutes, on est déjà en ville.
Je pense que ça a beaucoup allégé un peu la tâche, quoi. Un pont souvent ne fait que relier deux rives. Mais ici à N'Djamena, le pont de la refondation crée un nouvel élan, un mouvement, une activité, un horizon que beaucoup attendaient. Alors que N'Djamena célèbre une nouvelle artère vitale, un autre organe tout aussi essentiel lutte pour ne pas s'arrêter. Nous parlons des hôpitaux publics secoués depuis quelques jours par un mouvement de grève. Quand les médecins déposent leur blouse, nos hôpitaux se trouvent soit en état de paralysie, soit en sursis. Nem Ahmad Baba rapporte. En cette matinée de mardi 2 décembre, le service des urgences du centre hospitalier universitaire, la référence nationale, est plus bondé que d'habitude. À l'impatience des patients pour recevoir leurs soins, se mêle l'exaspération du corps soignant, submergé par l'ampleur de la tâche et la prise d'assaut des couloirs par les accompagnateurs à qui il demande de vider les lieux. Nous sommes débordés par le nombre de malades qui affluent, lance un infirmier. Entre-temps, le regard vide et surtout inquiet, les patients alités ne savent à quel sein se vouer. Sous anonymat, un responsable au niveau des urgences nous confie que cette situation est la résultante de la grève déclenchée par les médecins. Aux urgences, nous sommes obligés d'accueillir les malades et leur prodiguer les premiers soins. Mais au lieu de les référer par la suite vers un médecin spécialiste, nous leur demandons simplement de rentrer, car les services sont en arrêt, nous explique-t-il. Pour nous rendre à l'évidence de ces affirmations, nous évoluons vers l'intérieur de l'hôpital. D'habitude fourmillant de monde, les allées sont désespérément vides. Quelques responsables, présents à leur lieu de service, refusent toute prise de parole devant la caméra. Mais les usagers, eux, confirment l'absence des médecins au bureau. Quand on était d'abord au service qui doit l'accueillir, les médecins sont en grève. Et c'est comme ça que nous sommes obligés de venir ici, au niveau des urgences. Alors c'est un peu difficile parce que là, quand la personne est malade, il faut des spécialistes et autres qui doivent l'accueillir. Les urgences, il y a des spécialistes aussi, mais en réalité, il n'y a pas assez de médecins. Donc depuis que nous sommes arrivés, c'est même difficile. Pour, comment on appelle, le consulter, tout ça, il faut faire des gymnastiques par-ci, par-là. Je lance un appel à l'endroit des autres autorités pour qu'ils puissent résoudre ce problème. À un jet de pierre, au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, par contre, le régime tourne à plein. Tous les services sont ouverts et accueillent comme d'habitude les patients. Ici, toujours sous anonymat, l'on nous confie que l'absence des médecins grévistes est comblée par la présence d'autres qui ont sciemment décidé de sauver des vies, ainsi que de quelques doctorants en médecine. Après le constat posé par nos reporters, place aux premiers concernés, nous avons tendu notre micro aux patients et aux gardes-malades impuissants et qui observent inquiets la fragilité d'un système. Voici leur réaction dans la rubrique Élan. C'est que je vais dire aux médecins, qu'ils cherchent des solutions très rapides pour venir sauver les malades. Sinon, les malades sont en train de souffrir. Voilà. C'est les infirmiers qui sont en train de gérer, mais les infirmiers, là, ils sont limités. Ce n'est pas comme les médecins. Et c'est vrai, il y a certains médecins qui sont courageux. Ils viennent ici aussi pour donner le coup de main aussi, ils sont là. Parce que nous sommes venus ici depuis 8 heures. Et il y a une dame qui est venue en travail. Normalement, les stagiaires devraient s'installer pour l'accueillir, mais non, ils n'ont pas fait le travail. Et deuxièmement, il y a l'urgence qui était venue. C'est le travail encore des stagiaires, mais ils ne sont pas là. Obligés que le clandomane doit garer d'abord la moto pour prendre la malade, amener à l'urgence. Donc c'est ça qui n'est pas bien aussi. Mais sans médecins, même là, je vois que les infirmiers, certains professionnels font leur travail. Mais moi, mon inquiétude, c'est sur l'accueil. Moi, je prie pour qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils viennent sauver la vie des autres. Sincèrement, je les demande si c'est quel cas qui les a empêchés de venir même là, que Dieu les console et puis qu'ils prennent leur travail comme d'habitude pour venir sauver la vie des autres. Parce que sans eux, rien ne marche à l'hôpital. Sincèrement dit, nous sommes ici depuis 8 heures. Jusqu'à maintenant, nous sommes presque à déjà 16 heures. C'est juste pour la consultation. Et depuis là, on est en train d'attendre. Il y a seulement un seul docteur qui est à notre disponibilité. On est manqué de docteurs.
En principe, les docteurs sont censés sauver la vie, mais vu maintenant au niveau de l'hôpital Union, c'est le contraire. On ne sait pas, est-ce que l'État, ce qu'on demande, n'est-ce pas, au gouvernement, est que s'il y a possibilité, à ce qu'il essaie de répondre à leurs doléances pour permettre la reprise effective, n'est-ce pas, de tout le personnel de la santé. Pour les médecins, j'exhorte à ce que, même si ça ne va pas comme on le dit souvent, ils ont été formés pour sauver la vie. En principe, on ne doit pas, n'est-ce pas, mettre au devant d'abord de toutes choses le principe de liquidité ou bien des salaires. C'est-à-dire leur priorité, c'est sauver la vie. Ce n'est pas seulement le principe d'argent, mais c'est qu'on peut, n'est-ce pas, essayer de voir et que l'État essaye quand même de répondre à quelques-uns parce que le besoin, là, on dit le besoin est illimité, mais les ressources sont limitées. Sur ce point, il faut que, n'est-ce pas, les agents sanitaires puissent aussi comprendre ça, que ça peut aussi passer à tout le monde, quoi. On n'est pas censé, n'est-ce pas, résoudre tous les problèmes de manière effective. Le périple de cette édition touche à sa fin. De la jeunesse qu'on encourage à s'élever, au pont qui rapproche les rives, de la blouse qu'on suspend, au lit qu'on occupe dans l'attente. Ce 22e numéro d'Écho du Palais Toumaï aura tenté une fois encore de saisir l'esprit d'un pays qui bâtit, innove, gère ses difficultés et espère, parfois tout à la fois. Merci de votre fidélité. L'aventure continue au prochain numéro d'Écho du Palais Toumaï.